Nous avons avec nous Alain Dejour, que je remercie d'avoir accepté d'intervenir et de présenter la contribution d'un groupe qu'il représente et qui est un groupe très actif, innovant, comme l'ont toujours été les groupes du monde de l'addiction, qui va nous faire part du travail et des résultats sur la certification des pères aidants en addiction. Donc c'est une intervention attendue, Alain, et qui va certainement être influencée et influente pour tous les gens qui nous écoutent. Et dans un second temps, nous aurons l'intervention ensemble de Luigi Flora, de Raymond Merle et de Catherine Tourette-Turgis, qui représentent un consortium universitaire qui s'engage dans la suite logique de ce qui aura été présenté auparavant dans la VAE des patients. Donc, si vous le voulez bien, Alain, je vous donne la parole. Je sais que vous avez un diaporama, un support à présenter. Donc, je vous laisse prendre la main et je suis très impatiente de découvrir ce que vous allez nous présenter. Bien, merci beaucoup et puis merci pour cette invitation. Je suis très honoré de pouvoir présenter tout le travail qu'on a pu réaliser collectivement, à la fois donc, dans l'association France Patients Expert Addiction, mais aussi avec le Centre de développement des compétences de la PHP, puisqu'on a travaillé ensemble sur cette certification. Ce sont deux projets qui se sont rejoints, mais je vais expliquer ça un petit peu plus tard. Alors, je vais partager mon écran. Donc on a travaillé sur une certification de patients experts addiction. Donc, ça va un peu au-delà de la notion de formation. Et donc, on va expliciter ça un petit peu. Et donc, cette certification s'appelle « Exercer une activité de patient expert dans le champ des conduites addictives ». On verra pourquoi, en fait, cette CPEA porte un nom d'action un peu plus tard. Donc, c'est une certification qui est au croisement, au carrefour du savoir expérientiel des patients et des savoirs et pratiques des acteurs des soins. Alors, tout a commencé par une commande donc du regretté Michel Reynaud, qui souhaitait en fait réunir des patients, des patients, d'abord des patients experts, des intervenants, d'associations de patients très diverses, aussi bien, alors nous on les appelle un peu les dinosaures, mais j'en fais partie, des associations qui travaillent sur l'alcool, donc la Camérup, mais aussi des associations qui ont des aspects un peu plus tranchants, notamment du côté de la réduction des risques comme à Sud. Et donc, il a mélangé tout ça, voilà. Et ça a donné effectivement France Patients Expert Addiction. Donc, l'idée à travers ça, c'était de réduire le treatment gap. Donc, il aimait bien ce mot-là, mais donc, le délai de recours aux soins, c'est bien aussi. Donc, dire que la présence de patients dans les structures de soins ou d'accompagnement médico-social, ça pouvait en fait permettre à des personnes qui sont en souffrance, qui sont dans un état de vulnérabilité, peut-être de rentrer plus facilement dans les soins, puisqu'ils ils rencontrent quelque part un médiateur. Et puis d'autre part, il s'agissait aussi de sécuriser la place des patients experts addiction dans les parcours de soins et d'accompagnement. Alors, pourquoi sécuriser? Là aussi, on va voir ça un petit peu plus loin. Je reviens un petit peu sur ce qui a été dit ce matin. Voilà, on a dit que c'était les 20 ans de la démocratie sanitaire, de la démocratie en santé, mais en fait, on a une formidable coïncidence, c'est aussi les 20 ans de la VAE. Donc, il y a donc la loi de démocratie sociale portée par Martine Aubry à l'époque, qui donc a mis en place cette VAE et qui était une révolution puisque on institutionnalisait le fait que d'un seul coup,
finalement, l'expérience d'une personne ou les acquis de cette expérience pouvaient valoir certification. C'était vraiment une grande révolution. Voilà, donc avant, effectivement, on a parlé des années 70 ce matin, effectivement, donc j'ai remis ce numéro d'actuel qui doit dater des années 73 par là. Et puis, c'était aussi le début de Marmottan à l'époque. Donc, effectivement, les acteurs de Marmottan qui travaillent également avec nous. Et puis, suite à ça, il y a eu aussi la période SIDA et l'irruption des patients qui ont enjoint les soignants de s'occuper d'eux et qui voulaient bien aussi participer aux soins. Donc, voilà. Et puis, on a eu l'arrivée aussi de l'éducation thérapeutique du patient à travers une nouvelle loi donc, autour de 2010. Et ça, là aussi, c'est quelque chose qui nous a interpellés quand on a monté cette certification, puisqu'on est allé voir donc, ce qui se faisait, notamment à l'Université des patients, autour essentiellement de maladies chroniques, hein, mais l'addiction est classée aussi par l'OMS dans les maladies chroniques, autour de cette éducation thérapeutique du patient. Voilà. Et donc, en regardant tout ça, on est abouti à la conclusion que c'était important de monter une certification qui permettait, et là on parle de sécurisation, à une personne de finalement exercer une fonction sans avoir à mettre à jour en permanence ses vulnérabilités. Dans ce qu'on voyait, en fait, c'était quand quelqu'un rentrait dans un programme ETP, tout ce qu'on voyait quand on a examiné ça, il fallait finalement montrer patte blanche. Donc, de nouveau, raconter toute sa vie et recommencer à zéro. L'intérêt d'une certification, donc, qui a été construite à la fois avec la PHP et France Patient Expert Addiction, l'intérêt de cette certification, c'était quelque part de se poser comme professionnel donc, de l'accompagnement. Et donc, les discussions ne portaient, que ce soit avec les collègues dans les équipes multidisciplinaires, dans les associations ou lors d'un recrutement, ne portaient que sur ses capacités de patient expert, ses capacités à agir, et pas sur une histoire qui relève de l'histoire, voilà, qui relève de l'histoire. Pour vous donner un petit exemple, j'ai été interrogé il y a quelque temps par une structure qui recrutait des patients experts, ils appelaient ça, on va voir, des patients ressources, mais peu importe l'appellation. Et il me disait, oui, mais on est un peu embêté, dans la fiche de poste, on a mis a eu un passé de conduite addictive. Donc ça, c'est dans la fiche de poste, et dit, mais comment on peut en parler lors du recrutement? Je dis, c'est très simple, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit. Hein, le Code du travail est très clair là-dessus, vous n'avez pas le droit. Et donc, c'est tout l'intérêt, en fait, aussi d'une certification, c'est que ce point-là est balayé. Évidemment, le patient expert, c'est pratiquement le seul acteur des soins à devoir parfois partager ses ex-vulnérabilités, mais c'est à son initiative et c'est dans le cadre d'une relation de soins, d'accompagnement, d'aide, et seulement là. Hein, encore une fois, ce n'est pas vis-à-vis d'un recruteur, ce n'est pas vis-à-vis d'un collègue. Voilà, pour nous, ça c'est quelque chose d'essentiel. Alors donc, ces patients experts addiction, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est doté d'une forme de bilinguisme, il parle à la fois le langage des patients et le langage des soignants. Il est aussi, il y a une forme d'exemplarité, voilà, ou d'espoir pour le patient qui, lui, est encore en situation de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il est lui-même un témoin du rétablissement possible. Il y a un exemple vivant que c'est possible de sortir de l'addiction et de se rétablir socialement, de se rétablir au niveau de son addiction, etc. Voilà.
Alors, on avait quand on a mis ça en place, 4 écueils à éviter, qu'on a illustrés ici. C'est-à-dire que pour nous, il ne s'agissait pas, donc le premier écueil, c'est l'écueil avec le panneau vétéran, il ne s'agissait pas de faire un social club des anciens addicts, hein. Donc, ce n'était pas une bande de copains qui avaient des vécus douloureux, hein. Donc, ce n'est pas une association de vétérans, ça c'est un premier point. Un deuxième écueil qu'on a pu rencontrer, ce ne sont pas des aides-soignants, donc au sens propre, je parle pas du métier d'aide-soignant, mais ce ne sont pas des supplétifs des soins, hein. Ce sont des acteurs qui ont toute leur place dans les soins et dont l'action va au-delà simplement de l'accompagnement. Ils font partie de l'équipe, mais ils peuvent aussi intervenir dans le fonctionnement de l'organisation qui les emploie. Ils peuvent aussi participer à des réflexions sur la santé publique. Ils peuvent avoir des activités de recherche, et ce n'est pas Luigi qui me contredira. Autre écueil, c'est qu'on a symbolisé ici par ISO 51000. L'autre écueil, c'est un excès de normalisation. C'est-à-dire, on ne voulait pas avoir des assertions du type ne doit plus consommer, par exemple, depuis 2 ans. C'est des choses qu'on a entendues. Donc, ces normes qui n'ont pas de sens sur le rétablissement, ça, on n'en voulait pas non plus. Hein, donc, on va reparler du rétablissement. Et puis, le dernier écueil qu'on voulait éviter, c'est un excès d'approche psychologique, au sens où on pourrait revenir souvent sur le fait que le patient expert est fragile. Donc, il faut le protéger. Il lui faut une supervision. Alors, oui, la supervision, on peut en avoir besoin, et à tout moment. Donc, la supervision, elle doit être disponible, mais elle doit être, donc pour avoir une sécurité émotionnelle, mais elle ne doit pas être imposée, a priori. Hein, voilà, c'était les 4 écueils que l'on souhaitait éviter. Et puis, donc, patient expert addiction, on peut voir aussi que, en fait, on parle de père aidant, de père aidance, de patient partenaire, patient formateur, je ne vais pas tout vous lire, mais en fait, on a de nombreux vocables pour désigner finalement globalement la même chose, hein, c'est-à-dire en fait quelqu'un qui a un savoir expérientiel et qui agit dans le champ du soin, de la recherche, de la santé publique. Et donc, cette hésitation dans la syntaxe, pour nous, c'est pas un hasard, c'est qu'on a toujours cette défiance et que, quelque part, ces termes-là, ils sont soit revendiqués par les patients, hein, qui s'imposent en tant que les patients experts ou les pairs aidants, soit ils sont définis aussi par les personnes qui les emploient. Et là, c'est souvent révélateur de l'espace qu'on laisse ouvert pour cette intervention. Hein, donc, c'est bon, pour l'instant, voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, on a beaucoup de choses avec père, avec patient, et donc, on peut résumer ça par, effectivement, un expert rencontre un expert. Voilà. Alors, cette certification, quand on l'a mise en place, ce n'est pas encore un métier, c'est l'approche qu'on a au niveau de France Compétences. Ce n'est pas encore un métier, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le répertoire RNCP, mais c'est une fonction utile socialement. Et enfin, ce n'est pas un métier au sens où ce n'est pas quelque chose dont, patient expert, on n'a pas rêvé de faire ça quand on était tout petit. Hein. Moi, je voulais être conducteur de train. Je n'ai pas été conducteur de train. J'ai travaillé dans le numérique et dans la formation. Mais moi, je suis un patient expert addiction, et donc j'ai eu ce vécu de souffrance, de vulnérabilité. Je n'ai pas eu, a priori, de maladie liée à mon addiction, mais je travaille beaucoup sur le tabac et je rencontre beaucoup de personnes qui souffrent de maladies qu'on dit évitables, qui sont liées à leur addiction. Alors, ce dispositif, encore une fois, de certification, il doit favoriser l'empathie, hein, donc c'est-à-dire bien accueillir la personne, en tant que telle, veiller à sa sécurité émotionnelle
et puis lui donner des clés aussi pour accompagner en sécurité, alors pour lui, pour les personnes suivies et pour les structures qui l'accueillent. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. Au-delà de cette première approche, on voulait aussi que ce soit professionnalisant. C'est-à-dire que la personne arrive effectivement avec son savoir expérientiel, donc à la fois sur son vécu de l'addiction et de son rétablissement, mais on peut compléter ce savoir avec des connaissances scientifiques sur l'addiction, les conduites addictives, et puis l'outiller aussi pour pouvoir intervenir dans tous les aspects de l'addiction, le soin, le prendre soin, l'orientation, à s'insérer dans une équipe multidisciplinaire et à être force de proposition aussi et pouvoir transmettre, former, chercher, innover. Voilà. Donc il fallait un petit peu tout ça. Et donc du coup, on s'est calé, donc là on retrouve sur un dispositif, alors c'était un peu, là je voudrais aussi évoquer Françoise Godel, donc, qui est tabacologue, qui est la fondatrice du groupe Je ne fume plus, et qui a été à un moment présidente de France Passion Expert Addiction, et donc qui a longtemps travaillé en Bretagne sur la validation des acquis de l'expérience, où elle faisait travailler ensemble l'ensemble des certificateurs. La VAE, c'est reconnaître une expérience et reconnaître les acquis de cette expérience. Enfin, le candidat doit démontrer qu'il a acquis un certain nombre de compétences à travers son expérience et le certifier. Alors, on a quelque chose d'un peu différent ici, c'est-à-dire qu'on a dit qu'éventuellement, on avait besoin de formation complémentaire et éventuellement aussi, on avait besoin d'expérience supplémentaire. On rencontre dans les candidats, en fait, des personnes parfois qui sont dans une forme d'enfermement, mais quand je dis ça, il ne faut pas le prendre mal, c'est-à-dire ils ont été soignés et puis ils interviennent à l'endroit, dans le lieu de leurs soins, donc un addictologue ou voilà, un responsable du service a repéré ses capacités à intervenir auprès des autres et donc le fait intervenir effectivement comme patient expert, mais on fonctionne un petit peu en vase clos. Donc on va essayer, lors de la recevabilité, on va essayer de lui proposer d'aller voir ailleurs. Hein, on tient beaucoup à l'altérité, avoir une expérience multiforme. Ensuite, donc, au-delà de ce jury, alors quelque part, on a agrégé là des VAE un peu alternatives. Alors, je pense, par exemple, à la VAE d'aide-soignant, donc cette fois, le métier. Hein. Quand on fait une VAE en tant qu'aide-soignant, aide-soignante, on a 60 heures de formation. En plus, obligatoire. Hein. Alors pour nous, elles ne sont pas obligatoires, on va voir ça. Et puis, on a agrégé aussi l'expérience du CNAM, donc les arts et métiers, qui en fait préconisent, quand on fait une VAE au CNAM, souvent quand on fait une VAE au CNAM, honnêtement, on met plus de temps que de suivre la formation, la certification elle-même. Bon. Donc, le conseiller va préconiser un certain nombre de formations complémentaires par rapport à l'expérience de la personne. Voilà, donc on a ce parcours de formation et de description d'expérience complémentaire, et puis en fait on arrive à la certification. Donc la personne en fait dans ce parcours va rencontrer 2 fois un jury au moment de la recevabilité et au moment de la certification. Pour nous, c'est très important de dire qu'il s'agit d'entretien avec la jury, et là on est dans l'esprit de la VAE. Hein, c'est-à-dire, en fait, on n'est pas sur un contrôle de connaissances, on est face à des personnes qui sont là pour nous aider à mettre à jour, à mettre en valeur nos compétences. Donc, ce parcours de certification, donc, encore une fois, commence par une étape de recevabilité. Donc, on vérifie là les prérequis, hein, qui sont, encore une fois, avoir un vécu de conduite addictive, avoir un vécu aussi du rétablissement, et ce jury va co-construire avec la personne des préconisations. Donc ces préconisations, ça peut être de la formation, des compléments d'expérience, et puis ce travail de remplir un livret
qui permet de décrire ses compétences. Et évidemment, il y a un référentiel de certification. Donc, pour revenir au parcours, le jury de recevabilité va reconnaître l'expérience et le jury de certification va reconnaître les acquis de l'expérience. Et là, je fais référence à une phrase d'Anne-Marie Charot, qui était la maman de la VAE, hein, au RNCP. Donc, entre ces deux, il y a ce parcours de description de l'expérience, ce parcours de préconisation. Alors, la recevabilité, là, je vous ai mis juste un exemple pour être très concret. Voilà, donc, dans les préconisations, on va pouvoir préconiser des formations, donc une formation reconnue à la dictologie. Alors, on n'est pas toujours universitaire, hein, c'est-à-dire, en fonction des parcours des patients, on peut leur proposer un DU, donc cette fois, ça c'est bien un parcours universitaire, mais on peut leur proposer aussi de suivre un MOOC, donc des MOOC qui sont de nouveau sur France Université Numérique, mais qui ne réclament pas de niveau universitaire. On peut aussi leur proposer, par exemple, le MOOC d'Opélia, les cyclés, qui est une approche aussi intéressante de la dictologie. C'est juste pour qu'il aille au-delà de sa propre expérience de l'addiction. Et éventuellement, si c'est dans son projet, valider une formation à l'ETP. Ensuite, on propose, nous, un cycle de formation. Donc, tout n'est pas obligatoire. Donc, on a des compléments de la dictologie générale, on a une description des dispositifs de soins, des parcours de soins, sur l'accès aux droits. Si on veut pouvoir orienter les gens, il faut connaître ces dispositifs, et ils sont riches en France et très divers. Connaître la prévention, savoir accompagner, donc on va donner quelques notions de TP. On va parler aussi alors j'ai mis technique comportementale et cognitive et pas thérapie, puisque là on n'est pas des thérapeutes. Donc on va reprendre des éléments des TCC pour en tirer un certain nombre de techniques, et notamment effectivement l'entretien motivationnel. Et puis donc ce patient expert, il peut intervenir dans la formation notamment de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, je sais pas, d'ambulanciers, de kinés. Et pour cela, on va lui donner un certain nombre de notions de formation professionnelle d'adulte qui est différente du témoignage. Et puis enfin, on va revenir sur l'animation de groupe en présentiel ou en réseaux sociaux. On peut proposer d'autres formations, des compléments d'expérience, etc. Vous voyez, donc, on a un cadre simple, et ça, c'est construit avec le candidat. Alors, ce référentiel, il a demandé 1 an de travail avec la PHP. Alors, donc le rapprochement avec la PHP, on n'avait pas la même culture, hein. Donc, nous, on venait essentiellement des associations de patients. La PHP avait son expérience, notamment à Bichat, qui est une expérience vraiment remarquable, mais qui était très centrée alcool et qui était très centrée, qui était hospitalo-centrée. Et en fait, un jour, la Mildeka nous a dit, de toute façon, vous n'avez pas le choix, on va pas accompagner plusieurs projets, vous travaillez avec la PHP, vous vous débrouillez pour travailler avec la PHP. Voilà. Eh bien, voilà, on s'est rencontrés, on s'est appréciés, et puis on a travaillé ensemble. Voilà, donc ça, c'est les 10 points du référentiel. Il y en a 7 obligatoires et 3 optionnels. Donc, il y a un point, c'est la relation d'accompagnement. Il y a un deuxième point, encore une fois, très important, c'est pouvoir exercer dans un contexte de sécurité émotionnelle et psychologique. Le troisième point, c'est autour de l'orientation, hein, orienter les personnes. Le quatrième point, c'est pouvoir s'insérer dans une équipe pluridisciplinaire. Le cinquième point porte sur la prévention. Le sixième point porte sur la formation que j'ai évoquée tout à l'heure. Le septième point sur la capacité à intervenir dans le fonctionnement des structures, hein, donc à être force de proposition. Et puis, les points optionnels, c'est, je l'ai évoqué, l'éducation thérapeutique du patient, le fait de participer à la recherche, et puis aussi participer à des activités de proposition, de regard patient
sur des politiques de santé publique. Alors, pour illustrer un petit peu les choses, aussi, donc, ce livret de synthèse que la personne va avoir à compléter, eh bien, il est en 3 temps. On va commencer par recueillir en fait ses expériences professionnelles, donc, et puis ses expériences de formation. Et puis là, en fait, quelque part, c'est apprivoiser le référentiel. Je fais le lien entre ma vie et le référentiel. Donc, je pars de mon expérience, je vais sur quelque chose de plus formel. Et une fois que je fais ça, je peux travailler dans l'autre sens. Donc, après, ça ressemble effectivement à un livret de VAE. Donc, ce référentiel CPEA, il est posé en premier. Et puis, la personne, au regard de ce référentiel, va poser ses propres expériences. Alors, tout ça, ça se passe avec des tuteurs. Donc, on a choisi effectivement un accompagnement, un tutorat. Donc, les tuteurs sont des patients experts certifiés. Pour donner quelques chiffres, aujourd'hui, on a eu plus de 150 demandes d'information, on a 115 candidats qui sont dans le parcours, on a 63 candidats donc déjà recevables et en cours d'accompagnement, on a 45 candidats certifiés, donc ça c'est depuis janvier 2020. On a envoyé des livrets de recevabilité en complément des personnes qui sont dans le parcours. Et puis, donc, sur l'ensemble des candidats qui sont dans le parcours, on en a 5 qui sont en pause, parce qu'en fait, la vie est là. Hein. Et puis, 2 candidats qui ont été non recevables. Vous voyez, donc c'est vraiment très, 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 très à la marge. Alors, l'un, parce qu'il était à la fois soignant et patient. Donc, il était infirmier en psychiatrie. Et en fait, il n'a pas supporté de changer de posture. C'était insupportable pour lui de revenir en fait à son état de patient. Donc, il a préféré arrêter. Et puis, une autre personne, en fait, qui est simplement, pour le moment, dans un délai pour revenir devant un jury de recevabilité, elle a quand on lui a demandé comment s'était passé son rétablissement, elle nous a dit c'est un miracle. Voilà. Alors là, effectivement, il y avait un souci. Ça ne marche pas trop bien en termes d'exemplarité. Hein, les miracles, ça n'arrive pas tous les jours. Et donc, on lui a demandé effectivement de retravailler. On l'accompagne pour ça, bien sûr, de retravailler cette partie-là. Donc, elle retravaille ça et reviendra bientôt dans le circuit. Mais on ne laisse tomber personne. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner. C'est ça l'essentiel. Voilà. Alors, donc là, j'en ai fini. Je voudrais juste dire un mot sur le travail qu'on a fait avec la PHP, donc ce dépôt du dossier auprès de France Compétences. Donc, en fait, on l'a déposé dans le répertoire spécifique, ce qui s'appelle le répertoire spécifique, c'est-à-dire, en fait, c'est le répertoire des qualifications. Ce n'est pas un répertoire des métiers, donc ce n'est pas un nom de métier. C'est pour ça qu'on a ce verbe d'action, exercer une activité de patient expert dans le champ des conduites addictives, puisque, en fait, c'est ce que France Compétences nous demandait. Donc, à ce stade, le dossier est toujours en cours d'instruction. Hein. On n'est pas inquiet, puisqu'en fait, on est dans la deuxième partie, hein, c'est-à-dire que formellement, tout est accepté et on attend en fait un passage devant une commission. Mais on n'aura pas de nouvelles en fait tant que ça ne sera pas publié au journal officiel. Quand on fait un dépôt de certification, on a un certain nombre, on a un formulaire en ligne à compléter sur le site de France Compétences et notamment on doit avoir un certain nombre de lettres de professionnels qui font travailler des patients experts et donc qui vont justifier de l'intérêt de cette certification. On doit déposer aussi des cohortes, c'est-à-dire en fait
ils ont besoin de savoir en fait ce que sont devenus les patients experts. Donc, on a déposé ça. Alors, sachant que nous, on n'a pas vraiment de cohorte, c'est-à-dire on n'a pas un dispositif qui commence en septembre et qui finit en juin. On est en entrée-sortie permanente. Hein, on a un jury tous les 15 jours, c'est pour vous dire. Hein, tous les 15 jours, il y a un jury de recevabilité ou de certification. Donc, c'est vraiment entrée-sortie permanente. Les personnes, une fois recevables, ont 3 ans pour réaliser leur parcours, leur préconisation. Et ça va prendre, c'est un temps qui va prendre en fait entre 2 mois et un an et demi. 3 ans, c'est juste, d'abord, c'est dans la loi, et, enfin, mais la loi va changer. Et puis, c'est aussi pour laisser la place à d'éventuels accidents de la vie ou ça peut être aussi des heureux événements dans la vie. Voilà. Laisser place à de la vie. Voilà. Très bien, merci beaucoup Alain, c'est vraiment c'est passionnant et vous avez déjà répondu à des questions qui certainement vous êtes posées. Euh, est-ce que Corinne, tu as des questions? Évidemment, les panélistes aussi peuvent poser des questions. Est-ce que tu as des questions à soumettre à Alain? Eh bien alors, justement, je pense que vous y avez déjà répondu, en tout cas en partie, parce que c'est vrai qu'on se posait la question du dépôt du dossier auprès de France Compétences. Donc, vous avez parlé d'un formulaire en ligne. Donc, ce Mmh. que j'ai l'impression d'entendre, c'est que c'est plutôt en fait un dépôt de dossier. Mmh. Et on se demandait s'il n'y avait pas aussi toute une forme de plaidoyer parfois à mener auprès de France Compétences pour demander justement à être inscrit sur ce répertoire spécifique. Ah non, il y a pas d'autre entrée que c'est un peu désespérant. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout c'était pas du tout dans l'esprit de ce qu'avait fait Anne-Marie Charot au début. Hein. Ouais, Mais voilà, les cabinets de conseil sont passés par là, les organismes de qualité sont passés par là, et voilà. Donc on est dans un processus où on est devant un. Alors c'est pas une feuille. Du coup, c'est pas l'angoisse de la feuille blanche, c'est l'angoisse de l'écran noir, hein, puisque voilà, on a à compléter des choses de façon tout à fait guidée. Hein. d'accord. Et il n'y a pas eu tout un phénomène d'aller-retour entre France Compétences qui pourrait avoir certaines demandes. Euh, Et puis, bah, les allers-retours, c'est un aller-retour sous forme de rejet. Hein, d'accord. et où on va nous demander de revoir notre copie. Alors déjà, il peut y avoir des rejets formels, il y a pas la bonne pièce, machin, machin. Mais Mmh, après, non, il y a pas vraiment il y a pas vraiment de dialogue. d'accord. C'est vrai que c'est un peu désespérant de ce point de vue-là. Hein. Et il y a une opacité totale de notre point de vue, hein, parce que peut-être que c'est transparent à un autre niveau, mais du point de vue du certificateur qui dépose, c'est totalement opaque. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ces commissions, on ne sait pas quand elles se réunissent. Et puis après, il y a tout un jeu de lobby qui peut intervenir aussi à tout moment Mmh, du parcours, qui peut casser un dossier. Une commission peut dire oui, puis en traversant le couloir qui va de la commission à la publication au journal officiel, puisque c'est signé par le ministre, mmh. par le Premier ministre, ou là, non, c'est le ministre chargé du Travail, eh bien, bah, ça saute. Voilà. Voilà, donc, mais tout ça, on n'a pas de contrôle dessus. Enfin, nous, après. Hein. Mais il y a toujours Moi, des gens, effectivement, ce sont des êtres humains. Hein. Moi, j'aurais peut-être une question qui est, j'en ai deux en fait, Alain. Euh, le parcours qu'ont entamé les personnes donc, que vous nous avez présenté, les 145 personnes, ça veut dire qu'elles ne sont pas sûres d'avoir une certification tant que vous-même, vous n'avez pas été validé par France Compétences. Alors, ça sera toujours une certification. Hein, on peut, voilà, je ne sais pas, bah, je pense au permis de conduire. Le permis de conduire, il doit être dans le répertoire spécifique maintenant, mais il y est depuis 4 ou 5 ans. Hein. Moi, j'ai un permis de conduire depuis 1972. C'était une certification valable. Hein, voilà, hein. Et simplement, elle n'est pas reconnue au niveau national. Tant que ce n'est pas publié au journal officiel. D'accord. Et ma deuxième question, ça serait, est-ce que France Compétences a eu déjà à traiter
une demande, un dépôt de dossier qui concerne la certification de patient. Alors, apparemment, Entre non. guillemets, certification de Oui. patient. Après, nous, on n'en a pas vu passer. On a fait un peu de veille sur les certifications qui sortent et on n'en a pas vu passer. D'accord. Donc, vous êtes les premiers à Oui. déposer ce Oui. type de demande, de Tout dossier. à fait. Tout à fait. Et effectivement, c'était un choix. C'était un choix qu'on a fait tout au début, puisqu'on aurait pu dire, ben voilà, on va faire une sorte de DU, enfin, ou de certificat local. Parce qu'un DU n'est pas non plus au RNCP. Hein. Actuellement, je suis en train de terminer un DU d'addictologie générale. Ce DU n'est pas au RNCP. Bien sûr. Hein, il n'est pas à France Compétences. Hein, donc, il a une valeur locale. Après, il a une valeur d'usage qui est celle que veulent bien lui reconnaître les personnes qui vont l'accepter. Mais l'intérêt de France Compétences, effectivement, c'est que ça pose la certification à la fois au niveau français, au niveau national, mais aussi au niveau européen. Hein. On est dans un réseau, France Compétences elle-même dans un réseau européen. D'accord. Et est-ce que vous savez justement si au niveau d'autres pays de l'Europe, ce type de dossier a été… D'abord, est-ce qu'il existe une structure, une institution comme France Compétences, et est-ce que ce type de dossier, ce type de certification existe à l'étranger? Alors la France a une position un peu originale sur la VAE. Enfin, France Compétences, je pense que c'est assez unique au monde. Hein. Alors, pour vous donner une idée, en Europe, donc on a 27 ou 28 pays, peut-être 27 depuis que la Grande-Bretagne est partie, on a 27 pays et il doit y avoir environ 30 000 certifications en Europe. Et en France, il y en a 15 000. Ah oui. Voilà, hein, c'est pour vous, parce qu'en fait, et donc, ce qui encombre la certification, ce sont notamment les masters et les L3, les licences professionnelles, qui encombrent beaucoup la certification, le répertoire. Donc, en fait, oui, c'est assez particulier à la France. Et la démarche qui a eu lieu en 2002 était révolutionnaire au sens où le choix a été fait de délivrer des diplômes existants, des certifications existantes. C'est-à-dire que d'autres pays, je pense à la Belgique, la Suisse par exemple, ont une forme de VAE, mais ils délivrent des diplômes de VAE. D'accord? Donc ça peut être, ils peuvent avoir des intitulés très proches, mais quelqu'un, par exemple, qui fait un BTS en VAE, il n'aura son parchemin qu'au moment où tous les étudiants de BTS, même s'il a passé son jury, je ne sais pas, en décembre, il aura son parchemin avec tout le monde en juillet, quand tous les étudiants de BTS auront passé leur BTS. Effectivement. Et ce n'est pas marqué VAE dessus. Oui, oui, tout à fait. Hein? C'est important de le préciser. Ouais, et c'est en ça que c'était révolutionnaire. Voilà. Et pour Corinne, est-ce qu'il y a des questions qui… Alors, je n'ai pas vu passer. N'hésitez pas à poser des questions en utilisant le petit bouton, c'est vrai qu'on ne l'a pas redit cet après-midi, le petit bouton Q&R, où du coup on peut voir vos questions qui arrivent. Je vois une question avec Mosaica. Est-ce que cette certification est reconnue par les CHU ou autres acteurs de la santé? Alors oui, hein, de fait, elle est de plus en plus demandée. Hein. C'était un peu l'idée, c'était que ça facilitait effectivement l'entrée dans les équipes multidisciplinaires. Alors, ce n'est pas suffisant. Elle n'est pas encore nécessaire, mais elle n'est pas non plus suffisante. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail à faire avec les équipes soignantes pour leur permettre d'accueillir un patient expert. On est là-dessus, on est sur ce… Alors, moi, j'appelle ça le dernier kilomètre. Quand on met en place un système, il y a un moment où il faut le brancher sur la réalité. Hein, et brancher un système sur la réalité, ça veut dire trouver un certain nombre d'interfaces avec des réalités complexes. Exact. Hein, et donc, on est sur ce travail qui peut être très administratif, mais qui peut être aussi un travail culturel, enfin un travail d'acculturation des équipes à la présence d'un patient expert
dans l'équipe. On a actuellement, par exemple, dans un CHU de l'ouest de la France, une patiente experte qui intervient sur les TCA, sur un très gros projet. Alors, du coup, il y a une activité de recherche pour voir effectivement quel impact ça a. Et puis, ils ne l'ont pas fait exprès, mais on va pouvoir avoir, comme dans une vraie étude, on va avoir deux bras, puisqu'elle intervient dans deux équipes, une équipe qui a été formée pour l'accueillir, et une équipe qui n'a pas été formée pour l'accueillir. Et les résultats sont très différents. C'est très intéressant. Moi, j'avais justement ce qui m'a beaucoup intéressé, entre autres dans votre exposé, c'est le fait d'éviter à la personne d'avoir à refaire le récit de son histoire, de son vécu. Et je me demandais, dans la suite de ce que vous voulez dire, est-ce que justement les équipes, malgré la certification, n'ont pas une tendance à demander finalement je sais pas, interpeller la personne pour vérifier je ne sais quoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Justement, si le travail d'acculturation a été fait, non, ça ne se passera pas. Ouais. Hein. Et si ça n'a pas été fait, il y aura cette tentation. Donc, ça veut dire qu'il est quand même important de former les structures sur ce que ça veut dire une certification, ce que ça... Oui, ouais. Enfin, mais là, on est vraiment sur le sujet des addictions. Hein. Il y a des maladies chroniques qui sont moins stigmatisantes culturellement. Hein, donc, où le problème ne va pas se poser. Il peut se poser en termes de fragilité. Il peut y avoir un doute sur la fragilité. Mais là, on est vraiment sur le rétablissement. Ah oui, je voulais juste dire un mot sur le rétablissement. Pour nous, puisqu'on disait qu'on n'a pas de normes, pour nous, le rétablissement, c'est autocentré. C'est-à-dire, c'est la personne qui dit « je suis rétabli » et en quoi je suis rétabli et comment je me suis rétabli. Et ça nous suffit. On n'a pas besoin de plus. Ça veut dire, je crois qu'il y a, pardon. Je crois qu'il y a une autre question, toujours avec Mosaica. Alors, je vois juste 4 petits sigles qui représentent l'euro. Donc, je pense que la question, c'est en termes de coût. Ou de rémunération, ou de rémunération. De rémunération, je ne sais pas. Alors, combien ça coûte? Combien ça coûte? Alors, là, on est dans le cadre d'un projet financé par le Fonds de lutte contre les addictions, donc sur la société civile. Donc, ça ne coûte rien aux personnes. Hein. On fait tout en ligne. Alors, à cause ou grâce au Covid, tout se passe en ligne. Hein. Ça nous a aidé aussi financièrement, puisque un choix qu'on a fait, par exemple, sur les jurys. Parce que dans une certification, souvent, il y a un jury, c'est-à-dire que nous, on a 4 personnes dans le jury, 2 patients experts et 2 professionnels, entre guillemets, c'est-à-dire un addicto, hein, un médecin ou un cadre de santé, et puis un employeur, 2 patients experts. Voilà. Et donc, pour un jury de 4 personnes, souvent dans une certification, on va désigner 10-12 personnes qui vont constituer un jury national. Nous, on n'a pas du tout fait ce choix. On invite, et on vous invite d'ailleurs, si ça vous intéresse, et si vous rentrez dans le champ, on invite des addictos et des patients experts de toute la France à participer au jury. Donc, on les forme un minimum, mais ensuite, parce que ces jurys, c'est un lieu de rencontre extraordinaire. Hein, donc, on a des addictos qui ne se connaissent pas, qui ont des pratiques différentes, qui se rencontrent, qui voient aussi le sérieux avec lequel à la fois le candidat présente ses compétences, mais aussi le sérieux avec lequel les membres du jury patients experts échangent avec ce candidat. Ou échange avec les professionnels lors du temps de délibération. Et c'est vraiment quelque chose d'assez essentiel. Toujours dans l'ouest de la France, on a un professeur d'addictologie qui envoie tous ces jeunes psychiatres dans le jury pour qu'eux aussi, ils s'acculturent aux patients experts. Vous voulez dire dans le jury en tant que jury, ou en tant qu'acteur? En tant qu'acteur. Hein, des fois, moi j'ai déjà participé à des jurys de VAE, mais parfois c'est assez...
les gens ne sont pas toujours sensibles à finalement Ah ce que si, c'est. bah, si, là, encore une fois, ce sont vraiment des moments extraordinaires. Alors, les jurys de certification, quelque part, ça roule, hein, puisque tout le monde discute effectivement d'une activité de patient expert. Donc, ce sont des échanges de nouveau des échanges d'expérience. Enfin, voilà, et puis, quand les jurys de recevabilité, par contre, sont des moments qui sont émotionnellement plus chargés, puisque là, cette fois, la personne va exposer sa vie, mais elle va l'exposer comme elle le souhaite. Hein, puisqu'on dit, voilà, toi, avoir suivi un parcours, enfin, avoir eu une expérience addictive, elle va en parler. Mais elle peut en parler en détail, mais elle peut juste l'évoquer. C'est pas, enfin, il y a pas, on n'a pas de questionnaire, on n'a pas de crible, c'est son initiative. Et tout à l'heure, vous parliez de éviter le témoignage. Alors, non, quand on est quand on est dans la formation de médecins, enfin, je veux dire, de personnels de santé, on est bien sur de la formation. Hein, on intervient dans un cadre de formation, dans une forme de transfert de compétences, et pas simplement d'un témoignage de son passé addictif. Hein, donc là, la personne va, si elle intervient dans un parcours de formation, elle va pouvoir exposer en fait l'intérêt d'avoir un patient expert dans une équipe pluridisciplinaire, par exemple. Hein, pour que effectivement les médecins, les infirmiers, les kinés, enfin voilà, le public puisse prendre ça en compte. Nous, on intervient, moi j'interviens par exemple à la fac de Brest en médecine en 4e année. On intervient aussi à Rennes, à Brest sur des DU d'addicto, des DU de tabaco, voilà. Et d'ailleurs, ce que vous avez déposé, est-ce que selon vous, c'est transférable? Alors, c'est une très bonne On va vous question. poser la question souvent. Hein. C'est une très bonne question puisque, en fait, on nous a déjà demandé de le Ah, transférer et on est en train de le transférer. ah, Hein, voilà. Donc, le GHU Paris, hein, que je n'ai pas besoin de présenter, le GHU Paris nous a demandé, en fait, de travailler avec eux sur la mise en place, en utilisant la même ingénierie, en fait, de certification, d'une certification de père aidant en santé mentale et de proche aidant en santé mentale. Donc, on est en train de travailler avec le GHU Paris sur ce projet. Évidemment, on travaillera ensuite sur des passerelles, hein, parce qu'il n'y a pas, il y a, voilà, dans les parcours d'addiction, il y a assez fréquemment des petits soucis de santé mentale, et l'inverse est vrai aussi. Donc, en fait, on travaillera aussi à des passerelles. Et notamment, on accueille assez massivement actuellement des médiateurs santé-père, Oui. hein, qui ont été formés sur la santé mentale, qui interviennent en fait sur les addictions, en vrai, et puis qui souhaitent finalement avoir cette reconnaissance. Et une fois que les personnes sortent certifiées, donc elles interviennent et donc elles font partie d'une équipe, c'est-à-dire elles sont salariées, comment ça Alors, se passe? on a tous les cas de figure. Hein, on a tous les cas de figure. Il y a des gens, effectivement, qui vont continuer à travailler comme bénévoles. Hein. On en a d'autres, effectivement, qui vont soit se salarier, soit offrir des prestations. Hein. Et voilà, il y a vraiment tous les cas de figure. Il y a des gens aussi qui vont simplement, à travers cette certification, vouloir avoir une reconnaissance du travail qu'ils font depuis 30 ans. Voilà. Ou simplement parce que, voilà, on a eu récemment quelqu'un qui vraiment est très connu dans le domaine des patients et de l'alcool, et à qui la HAS a demandé d'être présent dans un comité de réflexion et qui lui a demandé effectivement d'avoir cette certification. D'accord. Alors là, on était sur une vraie VAE. On n'avait pas à lui demander de formation complémentaire ni d'expérience complémentaire. Mais il a quand même rempli son dossier. Alors, les difficultés aussi, si on évoque ça, que vous évoquiez à l'instant, Rebecca, c'est par exemple quelqu'un qui intervient
à son propre compte. Donc, on a une communauté des patients experts. Les gens ne sont pas isolés, ils ne travaillent pas dans leur coin. Par contre, effectivement, pour intervenir dans un hôpital, on a le cas d'une personne qui a monté une SASU, donc une SAS unipersonnelle, donc une société, pour pouvoir intervenir. Donc, le projet était tout monté, tout ficelé, tout beau, tout financé. Et ils avaient juste oublié de mobiliser la partie administrative du CHU en question. Et quand le CHU a vu arriver les financements, il a dit non, nous, ça ne marche pas. Si cette personne veut intervenir avec sa SASU, il faut qu'on fasse un appel d'offres. C'est le marché public. Oui. Donc là, exceptionnellement, on a dû monter une usine à gaz, c'est-à-dire qu'en fait, c'est France Patients Experts Addiction qui s'est interposé, qui a signé une convention donc de type convention de 2004 sur les bénévoles avec le CHU et qui a reçu les fonds de la Fondation de France et de l'ARS concernée et qui rémunère la personne. Mais ça, effectivement, il faudra se poser la question aussi, effectivement, de l'emploi et comment être facilitateur sur l'emploi. Effectivement, on voit qu'une fois que ça a avancé, que les choses sont là, sont bien avancées, ont été élaborées, après, il y a les articulations avec les terrains. Ouais, c'est ce fameux dernier kilomètre. Voilà, et c'est le fameux dernier kilomètre qui parfois mesure un peu plus d'1 kilomètre. J'ai une nouvelle question qui vient d'arriver sur le chat. Alors, la part de Julien qui demande: cette formation, certification est ouverte à des personnes proches d'une personne en situation d'addiction? Alors, on a aidé à la création d'un collectif de proches aidants addiction qui est en train de monter une certification qui ressemble. Donc, c'est la même démarche. Mais vous voyez, on n'est pas sur les mêmes prérequis. Mais bien sûr, on s'occupe de l'entourage, bien sûr. Oui, la question des prérequis est fondamentale. Oui, dans ces prérequis, ce qu'on a voulu aussi, c'est parce qu'il peut y avoir aussi des gens plein de bonne volonté qui sont, pour des raisons ou une autre, qui ne finissent pas leurs études de santé et qui voudraient se lancer dans l'accompagnement, mais qui n'ont pas ce passé de conduite addictive. Donc, on perd le savoir expérientiel, qui pour nous est essentiel. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un prérequis. Donc, on se retrouve à 15h15 et je pense que de toute façon, les questions qui arriveront pour la dernière intervention vont se croiser aussi avec d'autres questions pour Alain. Donc, bonne pause. OK. Et puis, à tout à l'heure. À tout à l'heure.